Bienvenue à tous et à toutes sur ce panel dédié à l'exploration et à la célébration de l'Académie des talents méditerranéens et de son rôle de catalyseur dans la région méditerranéenne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette initiative novatrice conçue pour stimuler l'entrepreneuriat à impact social et renforcer les liens transméditerranéens. Et pour ce panel, nous avons le bonheur et le plaisir d'accueillir Sarah Marniès, responsable du campus de l'AFD. On a aussi Naja Cherigen, cofondatrice de Shems Wa Tebrin, je prononce bien. Très bien. Abdesalam Sibari, Sbatri, pardon, qui est le directeur de l'Organisation des jeunes africains. On a aussi Myriam Awadi, c'est ça, qui est alumni de l'ATM, de l'académie en question. On a également Lina, bénéficiaire de Saphir. Et on aura tout à l'heure avec nous Nora de la BPI. Je vais demander à Sarah de nous parler de cette initiative qu'est l'Académie des talents méditerranéens. Donc Sarah, qu'est-ce que c'est que cette initiative-là ? Merci Christian. L'Académie des talents méditerranéens, c'est un projet qui a été annoncé par le président Macron lors du Forum des mondes méditerranéens en février 2022 et qui répond à cette ambition de soutenir une Méditerranée des solutions. Okay. Au campus avec la direction régionale Afrique du Nord de l'AFD. Et donc, Kristalna et Caroline sont présentes et elles ont beaucoup œuvré pour ce projet. Et avec Startup Bricks, qui est un opérateur, mais aussi des partenaires universitaires comme l'AMU ou l'Institut des futurs souhaitables et d'autres partenaires, nous avons construit ce projet avec une idée importante qui est la Méditerranée des solutions. Elle se mettra en place avec des porteurs de solutions, mais avec aussi du sens. Et c'est très important, cette notion de sens, cette idée de construire ensemble un imaginaire qui va redonner envie de s'investir dans une communauté qui porte une vision d'avenir et un projet pour cette Méditerranée. La Méditerranée, c'est évidemment un berceau de civilisation, mais aujourd'hui, c'est un espace fracturé, c'est un espace humainement indigne souvent. Et comment, dans ce contexte, retrouver une envie d'agir ensemble ? Et c'est en se raccrochant à un sens supérieur que les projets qui sont portés vont éclore et contribuer à cette envie d'agir ensemble. Donc, au cœur de ce projet, il y a une communauté. Et donc, merci à tous ces talents qui sont là aujourd'hui et dont on va entendre certains récits. Et cette communauté, elle retrouve en travaillant sur cet imaginaire, en travaillant sur sa raison d'être. Ils ont travaillé depuis 2 jours sur la raison d'être de cette communauté. Ils retrouvent le désir d'agir ensemble et de construire, de contribuer à cet espace en commun. Donc voilà, ce projet, c'est un projet qui mêle des temps de compréhension et de création de sens, des temps de projection vers l'avenir avec des exercices de prospective positive et puis des temps de construction de projets. Évidemment, c'est extrêmement important de faire évoluer son projet et de lui donner l'ampleur qu'il mérite. Donc, c'est un voyage de 8 mois avec, là on le voit, un temps de retrouvailles qui va permettre aussi de donner quelques enseignements sur cette première promotion pour lancer une deuxième promotion l'an prochain. L'ADIMED, il faut le dire, nous appuie aussi et suit de très près ce projet qui va être
dans sa deuxième édition, lancé très bientôt, disons qu'on est en train de le construire, et en juin probablement qu'on aura des informations plus précises sur le calendrier. Donc voilà ce que je peux dire, et je pense qu'il vaut mieux laisser la parole aux porteurs de projets maintenant qui vont nourrir toute cette description de projet. Tout à fait. Merci beaucoup, Sarah. En fait, on est heureux déjà de savoir qu'il y aura une deuxième édition de l'Académie des talents. Mais la première édition, c'est déjà des talents qu'on a avec nous. On va peut-être commencer par Abdel Salam. Abdel Salam, raconte-nous un peu, c'est quoi ton expérience personnelle dans le cadre de l'ATM? On va beaucoup dire ATM, comme ça on sait tous de quoi on parle. On ne parle pas de distributeur de billets. C'est quoi ton expérience et quel est l'impact du programme sur toi, sur ton projet? Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Abdeslam Sbatri. Je suis marocain et je suis le président de l'organisation des jeunes africains OJA. OJA est une ONG panafricain visant à rassembler la jeunesse du continent. Je porte un projet d'intégration économique, sociale et culturelle des migrants en provenance des pays du Sahel au nord du Maroc. Donc, grâce au programme de l'ATM, tout d'abord, j'ai renforcé ma confiance en moi. Je n'ai plus la vision sur la Méditerranée qu'en avant. J'ai appris mon identité méditerranéenne. J'ai appris à constituer différemment mon projet et j'ai créé de fortes relations avec les talents du continent. Et la communauté que nous avons créée est un espace de dialogue, de réflexion, de construction qui me donne de joie. C'est grâce aussi à l'ATM. J'ai été très inspiré par les projets des autres talents, et suite à l'ATM et au programme de l'ATM, je travaille par exemple avec Najat pour dupliquer son projet algérien au Maroc. Voilà. Je travaille aussi avec Hind pour exécuter d'autres projets de notre organisation. Déjà au niveau de la Tunisie, je travaille avec Issa de la Mauritanie pour appuyer son projet à travers le partage de soit du financement ou bien des expériences au niveau de la Mauritanie. Donc ça, c'était pas facile avant l'ATM, mais maintenant vraiment, elle m'a donné une bonne opportunité pour faire ça. Ça marche. Merci beaucoup, Abdeslam. Justement, tu disais que l'Académie t'a permis justement de créer des ponts. Et donc, il y a déjà des collaborations qui sont en train d'être faites. On va écouter d'autres talents. On va peut-être demander à Myriam. Myriam, déjà parle-nous un peu de toi, de quel est ton projet. Et même question, quel a été l'impact de l'ATM sur toi, sur ton projet? Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Myriam, je suis tunisienne. Je m'intéresse beaucoup à l'environnement, à la mode, à l'innovation, à l'héritage, à tous les sujets qui ont un rapport avec l'identité. Et je porte plusieurs casquettes. À l'Académie des talents, c'était vraiment un voyage. Ça m'a beaucoup impacté sur deux volets. Donc pendant l'Académie, pendant la première phase surtout du programme, je me suis reconnectée avec ma raison d'être, qui est un volet très important pour moi, parce que récupérer sa raison d'être me permet ça me permet de me pousser vers l'avant. Pendant l'Académie, on dirait que j'ai eu une prise de conscience sur la Méditerranée, parce qu'à l'Académie, on parle d'une Méditerranée qui est réaliste, qui prend en considération le contexte. On n'est pas en train de visualiser ou penser à une Méditerranée qui est loin, mais une Méditerranée qui prend en considération nos différences, nos diversités et surtout nos contextes, parce qu'à l'Académie, on vient de plusieurs pays et on a eu l'opportunité de s'ouvrir sur d'autres cultures. Et le deuxième volet qui est très important, donc mis à part la vision, j'ai travaillé sur ma vision personnelle, ma raison d'être, j'ai fait une remise en question sur mon identité et c'est quoi ma place dans toute cette Méditerranée, et surtout voir autrement cette dichotomie entre
rive nord, rive sud. Et le deuxième volet dont je suis le plus fière, c'est que pendant l'académie, à la fin du programme, on a travaillé sur une vision collective. Donc on a repris, chacun de nous, il a repris sa raison d'être. Et comme si on a construit une vision collective. Et là, nous avons vraiment un projet, une vision pour proposer des solutions et agir. Parce qu'au-delà de illustrer une vision collective, là, on est prêt à proposer notre vision et à proposer des solutions pour créer des changements au sein de nos communautés respectives. Super, super. C'est très intéressant et peut-être avant que Sarah, tu nous quittes, on a deux expressions très concrètes de ce que l'académie est en train de faire. On entend beaucoup collaboration, on entend prise de conscience aussi de cet espace commun de la Méditerranée. Comment est-ce qu'on arrive à s'exprimer, à prendre conscience justement de cette réalité-là qu'est la Méditerranée. Qu'est-ce que ça t'inspire? Et peut-être qu'au-delà de la deuxième édition, on peut commencer déjà à réfléchir même à une troisième édition. Enfin, avant que tu ne nous quittes, parce qu'on va avoir Nora aussi avec nous. Donc dis-nous, ces deux premiers témoignages de l'académie, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça confirme combien la collaboration, c'est clé aujourd'hui. On a oublié tout ça, on a appris, on est dans des sociétés assez individualistes, alors en Occident encore plus qu'ailleurs. On a valorisé des compétences qui ne favorisent pas la collaboration malheureusement. Et dans le monde dans lequel on est, où personne ne sait tout, et pour arriver à comprendre un tout petit peu ce qui se passe, il faut mettre en commun les intelligences, les compréhensions. La collaboration, c'est clé. Et donc, on a besoin de retrouver ces temps où, ensemble, on se pose et on essaie de construire ensemble une vision, le sens qu'on veut donner à tout simplement à notre vie, à notre activité, mais plus largement, quel est en fait le sens que je veux donner à ma vie dans ce moment si perturbant, si bouleversant, si difficile. Et donc la collaboration, c'est absolument clé parce que ce sont des moments où on met en commun nos doutes, où on met en commun nos craintes, nos peurs, mais aussi nos espoirs. Et donc, on s'inspire de cette manière et on voit très bien comment il y a eu une inspiration réciproque, comment il y a eu des prises de conscience parce que dans le dialogue, on ouvre les yeux sur d'autres réalités. Et c'est ce qui est important aujourd'hui, arriver à comprendre que ce qui se passe dans un pays ou dans un autre peut inspirer, peut amener sur un chemin qu'on n'avait pas imaginé. Et donc, c'est ce qui se passe dans cette communauté. Et c'est évidemment une confirmation de ce qu'on porte au campus depuis longtemps et puis plus largement aujourd'hui. C'est quelque chose qui se développe, ces compétences qui sont favorables à la collaboration, qui heureusement, on commence à comprendre combien elles sont importantes. Et donc, cette communauté est une confirmation de l'importance de tout ça parce que on voit ce que ça apporte. Ça apporte d'abord de la joie. Et ça, je pense qu'ils vont pouvoir en témoigner. L'envie de continuer, l'envie d'aller plus loin et une assurance que finalement, ce qu'on fait s'inscrit dans quelque chose qui a du sens. Et ça, c'est puissant aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce que m'inspire ces commentaires. Merci beaucoup Sarah. Effectivement, c'est des sujets que tu portes personnellement depuis de nombreuses années, que le campus porte aussi. Et merci pour ça, merci pour le campus d'exister. On va demander à Nora de nous rejoindre. On va passer à une deuxième étape de nos échanges. Ça va nous permettre aussi d'écouter Lina, d'écouter Najat. Merci Nora d'être avec nous. On va donc commencer à parler de façon peut-être un peu plus précise de l'entrepreneuriat, parce que vous portez aussi des sujets de développement économique et social dans vos territoires respectifs. Donc on va parler beaucoup d'entrepreneuriat à impact. Nora, tu viens de la BPI. Oui. Quel est finalement le rôle de la BPI dans le soutien aux entrepreneurs à impact dans la Méditerranée? Quel rôle vous jouez en tant qu'acteur du financement? Avant qu'on ne demande à Lina et à Najat
comment est-ce qu'elles le vivent aussi. Et en effet, BPI France occupe une place assez majeure dans le financement, l'assurance, l'accompagnement des entrepreneurs. C'est pour ça qu'on l'a décrit aussi comme la banque des entrepreneurs. Et par ce biais-là, c'est vrai que l'impact, on peut l'adresser par 3 biais importants. Le premier qui va être l'impact environnemental. BPI France aussi s'illustre comme la banque du climat, où il y a des solutions de financement vraiment dédiées pour la décarbonation des sociétés, pour vraiment l'optimisation des énergies et aussi des programmes d'accompagnement pour vraiment fédérer cette communauté verte sur le pourtour méditerranéen en France et aussi inciter à la collaboration. Et donc sur ce deuxième volet, ce serait l'impact sur l'innovation que BPI France joue en justement accompagnant tout ce qui va être lié à la R&D croisée entre plusieurs pays sur le pourtour méditerranéen, notamment avec le programme Eureka, dont l'objectif est que les startups ou les sociétés à forte valeur ajoutée ou technologique puissent ensemble collaborer sur le montage d'un produit ou d'une solution innovante et puissent ensemble aussi adresser une stratégie de commercialisation ou d'industrialisation. Et enfin, le troisième volet vraiment d'impact sur la Méditerranée et l'accompagnement des entrepreneurs, il va être lié à la pérennité financière, avoir un impact justement sur une stabilité dans l'accès au financement. Et en ce sens-là, BPI France joue un rôle contracyclique pour accompagner les entrepreneurs sur le pourtour méditerranéen, en les incitant aussi à créer leur entreprise sur le pourtour méditerranéen avec la création de filiales, en devenant méditerranéens, en étant au plus proche de leurs partenaires une fois sur place, par des solutions de financement liées à de la croissance externe, par aussi des solutions de garantie, pour vraiment encourager la prise de risque ou alors juste encourager l'adaptation au marché et convertir l'idée en un essai réel. Super. C'est vrai que la question du financement est une question que tous les entrepreneurs se posent et qui revient très souvent. Quand on écoute les banques, on a toujours l'impression que l'argent est là et qu'il y a des solutions. Quand on écoute les entrepreneurs, on a l'impression que finalement, c'est un peu plus compliqué que ça. On va écouter des entrepreneurs. Lina, tu as une expérience avec Saphir, qui est aussi un programme au niveau de la Méditerranée, mais pas que. Est-ce que tu peux nous parler déjà de toi, de ton projet et surtout de cette expérience-là, Saphir? Et tu nous diras aussi, est-ce que tu connais l'Académie des talents méditerranéens et potentiellement, comment tu vois Saphir, l'ATM sur cette thématique-là? D'accord. Alors bonjour tout le monde. Je me présente, c'est Brahim Bounablina, fondatrice de l'entreprise Al-Afirni et bénéficiaire aussi du programme Saphir. Alors Saphir, c'est un programme très ambitieux qui a touché toute la région MENA. Au fait, il promouvoit les porteurs de projets à impact, que ce soit social, environnemental ou culturel. Alors, Al-Afirni est une entreprise qui aide et qui accompagne les personnes âgées et les personnes en situation de handicap à domicile à travers la promotion du métier d'auxiliaire de vie sociale. Alors, on a eu une expérience très enrichissante avec Saphir et surtout avec l'équipe de l'Institut français. Au fait, c'est l'Institut français qui a mis en œuvre tout ce programme-là. Donc, on a fait 6 mois d'incubation, plus 6 mois d'accélération. On a eu un soutien financier et moral. C'était une expérience extraordinaire. On a commencé avec une simple idée et on est sorti avec la création d'une entreprise concrète. On a des marchés, on a des clients et on est content de tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Lina. Et tu connaissais l'Académie des talents méditerranéens? De loin, sincèrement, oui, de loin. D'accord, mais sur la base de ce que tu entends, qu'est-ce que ça t'inspire et probablement qu'est-ce que tu vois Sincèrement, je vois une communauté. On voit qu'il y a une communauté qui est en train de prendre forme. On voit que les porteurs de projets sont très reliés entre eux et qui veulent partager leurs idées dans différents pays. Okay. Je pense que l'idée, on parle beaucoup de collaboration. C'est vrai qu'on parle de l'ATM, on parle de Saphir. Au-delà de ces programmes-là, c'est des entreprises, c'est des entrepreneurs qui sont sur ces territoires. Donc, je pense qu'avec Emerging Valley aussi, avec ce genre d'échange, c'est comment est-ce qu'on va même au-delà
de ces différents programmes et comment est-ce qu'on arrive à créer des liens entre des individus, entre des projets, entre des territoires. C'est ce que Sarah disait encore à l'instant. On a aussi Naja avec nous. Merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous parler déjà de ton projet et justement de ce programme-là dont tu as bénéficié? Oui, donc je suis Naja Cherigen. Je suis la cofondatrice de Shamsouat Ebrid, qui est un projet algérien. Et nous fabriquons en fait des systèmes solaires, des systèmes frigorifiques qui sont 100% solaires. Et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on a tendance un petit peu à se focaliser chacun de notre côté sur notre projet. Et du coup, en venant à l'ATM, on a pu avoir ce recul pour se rendre compte qu'en fait, notre projet, c'est un point parmi d'autres points tout autour de la Méditerranée. Et l'ATM, en fait, nous a permis de créer des connexions avec d'autres projets et d'avoir des rapports privilégiés avec d'autres porteurs de projets qui ont la même vision que nous, qui ont les mêmes valeurs. Et du coup, tous ensemble, on a pu travailler pour créer une communauté. Et mon projet, c'est un projet familial, mais aussi à l'ATM, on est devenu une famille. Donc, ça se rejoint. Ce sont les mêmes valeurs qu'on partage. Tout à fait. Et du coup, pour toi, finalement, c'est quoi aujourd'hui les défis de l'entrepreneuriat à impact, de l'entrepreneuriat social dans la Méditerranée? Je pense qu'aujourd'hui, les projets qui doivent émerger de la Méditerranée, ils doivent être innovants, ils doivent répondre en fait, aux besoins réels, surtout de la jeunesse méditerranéenne. Et il faut qu'il y ait un impact environnemental, bien sûr, parce que ça concerne notre avenir, l'avenir de nos enfants, de ce qu'on va laisser derrière nous. Il faut qu'il y ait aussi un impact économique, puisque ça doit être des projets qui doivent aussi booster un petit peu le potentiel de production de ces pays. Il y a beaucoup d'idées innovantes qui pourraient changer le monde. Et aussi un impact social, justement, pour créer des liens sur toute la Méditerranée. Ok. J'ai envie de demander, je ne sais pas, peut-être, quelle est votre vision d'une Méditerranée positive qui, avec sa jeunesse, avec les différents projets sur lesquels vous travaillez, avec les collaborations que vous établissez entre vous, quelle est votre vision de la Méditerranée sur les prochaines années? Sarah parlait tout à l'heure de prospectives positives. Comment est-ce que vous arrivez à l'intégrer finalement dans vos réflexions, dans les différentes collaborations que vous avez? Je ne sais pas qui a envie de répondre. Oui, vas-y, Nadia. En fait, moi je pense que les échanges méditerranéens existent depuis longtemps, depuis l'Antiquité. Mais il y a une différence en fait entre collaboration et échange. Parce que la collaboration implique en fait de travailler ensemble sur un projet commun. Et du coup, par exemple, pendant le début des temps modernes, au niveau où il y avait un très fort échange commercial, et la marine marchande a su créer en fait un langage commun, a su créer des codes qui leur appartenaient et qui étaient utilisés sur tout le littoral méditerranéen. Donc on observe bien que lorsqu'il y a un intérêt commun, on peut effacer nos différences et collaborer ensemble. Et c'est très important d'aller dans ce sens-là. Okay. Myriam, tu veux... Oui, en fait, je rejoins Najed dans sa réflexion, mais je dirais que ma vision, en tout cas ma vision personnelle, dans ma tête, je vois une Méditerranée plutôt pas positive forcément, mais une Méditerranée qui va se renouveler, qui va évoluer. Et je pense, grâce à l'entrepreneuriat, on peut atteindre cet objectif si on se focalise sur nos contextes, c'est-à-dire on voit ce qu'il y a comme problématique et on doit agir selon ces problématiques. Et je pense que créer l'idée que Abdou a évoquée, l'idée de dupliquer des projets, je pense que ça peut être une piste intéressante dans le sens où dans chaque pays, on peut trouver des projets par secteur qui sont duplicables dans d'autres pays. Je pense que l'idée, c'est ne pas créer que des projets, mais trouver un certain lien. Et je pense que c'est vrai que c'est intéressant de penser à une vision commune, mais en même temps, chaque pays a ses spécificités. Et dans la Méditerranée que
je visualise dans ma tête, c'est une Méditerranée qui... je rêve d'éliminer cette séparation de frontières et j'espère dans l'idéal, dans l'avenir, on ne parlera plus de cette notion rive et séparation. Okay, voilà. On parlera de Méditerranée tout simplement. Tout à fait. Ok, Abdesalam. Donc, ce que je veux ajouter, donc, hier nous avons donné le nom de ATM Intelac. Ça veut dire ATM, le départ, le lancement. Okay. Donc, je souhaite, ou bien on va travailler, Inch'Allah, que c'est un bon départ, mais on va travailler sur, on est impliqué, d'accord, pour la continuité, pour renforcer les liens que nous avons déjà créés dans notre communauté. ATM Intelac, c'est notre communauté. Comme elle a dit Mariam, on va dupliquer les projets, on va militer pour faire apparaître et développer ce genre de projet, mais nous demandons ou bien nous sollicitons aussi l'appui et la continuité à travers ce genre de programmes comme l'ATM ou bien Saphir et les autres. Merci beaucoup. Super. Je ne sais pas si Lina, sur cette vision-là de la Méditerranée que nous souhaitons tous construire. Oui. Alors je rebondis sur ce qu'elle a dit ma collègue de l'ATM. On rêve d'une Méditerranée. Le micro, on pour rêve que tout le monde t'entende. d'une Méditerranée positive, à dupliquer aussi certains projets et voir chaque pays comment on peut, par rapport aux lois et par rapport aux cultures, etc. Et espérons créer une communauté très soudée, que ce soit avec l'ATM, Saphir ou bien d'autres programmes, à faire peut-être une plateforme ou une communauté assez concrète pour pouvoir porter notre voix ailleurs. Super. Voilà. Nora parlait tout à l'heure des solutions de financement. Je lui avais lancé une pique en disant les entrepreneurs ne le perçoivent pas. Comment vous, au niveau de la Méditerranée, sur les projets respectifs sur lesquels vous travaillez, comment est-ce que les problématiques de financement, finalement, vous arrivez à les adresser? Est-ce que vous ressentez qu'il y a des solutions par rapport à vos différents projets, surtout que vous travaillez sur des projets à impact, des projets d'entrepreneuriat social? C'est vrai qu'on a la chance, l'opportunité d'avoir des programmes comme l'ATM, d'avoir des programmes comme Saphir, mais au-delà de ça, comment vous ressentez justement ces appuis-là de la BPI, parce que Nora est avec nous, si vous voulez l'interpeller, c'est maintenant. Oui. N'hésitez pas Oui. par rapport à la question du financement. Oui. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je m'intéresse beaucoup, je travaille dans la mode essentiellement, mais pas que. Je pense que l'entrepreneuriat dans la mode je pense, d'après mes expériences, on n'a pas encore des financements ou des structures dédiées à ce secteur. Je pense que la Méditerranée, on a beaucoup de richesses, on a un héritage à valoriser et je pense que c'est une industrie qui n'a pas encore peut-être intéressé des structures de financement. Donc on a vraiment besoin d'intéresser les structures à cette industrie et je parle du contexte tunisien, marocain, algérien, je pense que ça touche tous les pays voisins et moi je me bats pour ça et j'espère que on va travailler sur une vision qui va intégrer la mode comme une industrie à part. Parce que la mode, ça touche à l'environnement, la tech, l'innovation. On a aussi une identité à promouvoir. Donc, grâce à la mode, on a beaucoup de choses à faire. Tout à fait. Voilà. Naja, peut-être? Oui, en Algérie, il y a eu récemment un nouveau ministère des startups, dédié aux startups. Du coup, en ce moment, on est sur une période où il y a beaucoup de facilitation par rapport au financement, par rapport à la création d'entreprises. Bon, c'est vrai que le financement est un point essentiel et pratiquement le point le plus important, l'un des points les plus importants dans la création d'entreprises, dans la démarche. Mais il faut aussi savoir parler aux bons interlocuteurs et essayer de trouver la personne qui fera la différence. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile dans cette démarche. Okay. Comment identifier finalement ces interlocuteurs-là? Exactement, parce que des fois, comme vous disiez tout à l'heure, quand on entend les banques parler, on a l'impression qu'il suffit de se baisser pour ramasser l'argent et avancer dans son projet. Mais en réalité, quand on rencontre les banquiers, on se rend compte
qu'il y a beaucoup d'exigences qui sont demandées et qui ne correspondent pas du tout aux porteurs de projets, on est des startups, on est des projets qui sont en train de démarrer, ils sont tout petits et du coup, des fois, on a l'impression qu'ils essaient un petit peu de tuer l'idée dans l'œuf, donc c'est un peu difficile. Et du coup, c'est bien d'avoir, par exemple, créé, je pense, un ministère dédié aux startups parce que ces idées-là, ils arrivent à mieux les comprendre et ils commencent à proposer des solutions qui nous correspondent mieux. Ok. Je ne sais pas si, avant qu'on donne la parole à Nora, je ne sais pas si Abdesalam ou Léna, vous voulez rajouter quelque chose sur ça, cette problématique de financement? Oui. Oui, donc effectivement, on voit pas des programmes des banques qui visent ce genre de projet, ou bien le financement des projets innovants, surtout les projets qui visent soit des activités circulaires qui protègent l'environnement. Par exemple, chez nous, au Maroc, s'il n'y a pas de programme étatique de l'État, les banques ne financent jamais ce genre de projet. Si tu n'as pas déjà commencé, si tu n'as pas un chiffre d'affaires, si tu n'as pas des bilans de 2 ans au moins, et selon les chiffres d'affaires que tu as déjà réalisés pendant 2 ans, tu ne peux pas avoir le bénéfice. Donc, pourquoi on ne voit pas ce genre de financement? Ok. Bon, je tiens quand même à préciser, Nora ne représente pas toutes les banques méditerranéennes et la BPI est quand même déjà un outil qui essaye d'apporter une solution aux différentes problématiques que vous avez soulevées. C'est parce que tu as le titre de banque ici qu'on essaye d'en profiter aussi pour soulever ces questions-là. Et quand tu entends ça par rapport aux solutions sur lesquelles vous travaillez, quels sont les éléments de réponse que potentiellement vous êtes en train d'apporter ou que vous pourrez apporter sur la mode, mais pas que, sur les différentes problématiques qui sont précisées? Merci Christian et merci pour vos interrogations qui sont aussi beaucoup relevées. Et comme tu le disais, c'est vrai que voilà, on ne peut pas rassembler, représenter l'ensemble des organismes bancaires. Mais voilà, avant de détailler nos solutions pour les différents axes que vous avez mentionnés, c'est vrai que BPI France a aussi un rôle de conseil et de partage de bonnes pratiques avec des banques partenaires. Soulève un peu le micro, Nora. Oui. Voilà. Comme ça, c'est bon. Oui. Avec des banques partenaires, avec des organismes étatiques partenaires, notamment aux côtés d'Expertise France. Donc c'est vrai qu'il y a ce rôle-là aussi de pouvoir accompagner l'écosystème dans son ensemble, dans la structuration et dans la stratégie vraiment d'adresser des solutions liées à l'innovation, au financement et au levée de fonds. Ce qui concerne BPI France, alors pour commencer sur la partie mode, c'est vrai que chez BPI France, on a plusieurs communautés. Je mentionnais celle de la communauté verte, mais on a aussi la communauté liée à tout ce qui est touch. Donc on a appelé ça la French Touch, donc tout ce qui sera lié à l'industrie créative et culturelle pour accompagner justement ces filières qui vont avoir des besoins différents, qui vont adresser des marchés différents, qui vont avoir des maturités ou des rythmes de croissance qui vont être vraiment propres à sa filière. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté-là de créer dans un premier temps cette communauté et ensuite voir comment est-ce que des experts liés à la mode, liés au cinéma ou liés à d'autres sujets des ICC peuvent accompagner les entrepreneurs de ces secteurs-là. Même de la Tunisie, est-ce que vous ciblez aussi les entrepreneurs tunisiens ou algériens ou marocains? Parce qu'il y a un travail quand même de promotion, peut-être de sensibilisation à ce programme. Parce que généralement, les fonds, il y a un problème de disparité. Les fonds, ou les solutions de financement sont concentrées dans des pays moins que d'autres. Donc, est-ce que on est aussi, on fait partie de cette cible ou... Sur ce volet vraiment filière, c'est tout le sujet en fait de travailler avec les organismes tunisiens, algériens, marocains pour ensemble pouvoir construire cette solution-là. Donc c'est vraiment dans cette activité de partenariat qu'on pourra éventuellement intervenir. Mais en effet, nos solutions vont s'adresser en fait à des sociétés qui sont enregistrées en France et qui ont une activité à l'international. Donc par exemple, ça peut être une société qui est enregistrée en France et qui souhaite adresser la Tunisie, qui souhaite créer une filiale en Tunisie et devenir encore plus tunisienne en s'implantant sur ce marché-là. Et c'est vrai que de ce biais-là, on pourrait intervenir. Mais directement auprès d'entreprises tunisiennes, c'est vrai que ça passera plus souvent par le biais d'organismes partenaires. D'accord, merci. Et
Sur le volet aussi lié à l'innovation, on va aussi avoir toute une communauté liée à l'innovation, notamment les bourses French Tech, pour répondre aussi un petit peu sur le gap de l'innovation, comment accompagner, pareil, des startups qui sont en phase d'idéation et qui ont besoin d'un coup de pouce pour en tout cas commercialiser leurs solutions et être accompagnés. Sur ce volet-là, en France, on a les bourses French Tech qui sont liées pour l'innovation, les bourses French Tech Emergence pour la Deep Tech, donc tout ce qui va être solution de rupture. Mais de même, on va essayer de travailler avec des partenaires à l'étranger pour voir comment est-ce qu'ensemble on peut implémenter ces solutions-là. Donc on a des sujets notamment au Maroc, en Tunisie, dans la co-construction d'un programme qui s'adresse à des startups qui souhaitent justement avoir des financements liés dans le soutien de la R&D ou d'autres sujets. Et c'est pour cela aussi que le programme Eureka que je mentionnais va venir financer tout ce qui va être lié à de la R&D croisée. Donc si on a un pays qui est partenaire et qui est membre de ce programme-là, on pourra avoir justement deux sources de financement qui pourront tant aider le financement de la start-up française et le financement de la start-up internationale et partenaire. Donc voilà, comment est-ce que l'innovation croisée peut être adressée et comment est-ce que l'innovation, on va pouvoir adapter ces solutions-là à des structures d'entreprise qui vont être différentes, qui vont avoir une création plus jeune. C'est vrai que dans la banque, on va souvent demander 3 ans d'ancienneté pour mesurer la solvabilité et les capacités de remboursement. Mais en tout cas, BPI France, comme je l'ai mentionné, a vraiment cette volonté d'avoir un rôle contracyclique auprès des entreprises qu'on peut accompagner et justement d'adapter les critères en fonction de la filière et en fonction également de sa structure d'innovation. Et enfin, sur le financement vert, on a un prêt qui s'appelle le prêt vert, qui va justement accompagner les entreprises qui veulent faire de l'optimisation énergétique, décarboner leurs actions, créer des solutions qui vont justement avoir un impact positif dans la création d'énergie propre et qui a un financement, par exemple, qui peut démarrer à partir de 30 000 € et qui va vraiment accompagner les sociétés dans ces efforts-là. On entend qu'il y a des solutions. On va voir comment est-ce qu'on arrive à rapprocher plus les problématiques des entrepreneurs de ces solutions-là. En tout cas, merci beaucoup Nora. On va passer à la dernière partie pour conclure. Je vais demander à Sarah de nous rejoindre tout à l'heure pour conclure. Donc Nora, merci de nous avoir apporté ces solutions-là sur le financement. Merci à vous. Sarah, tu peux... On a entendu, je pense qu'on a un certain aperçu finalement de cette dynamique, de ce dynamisme au niveau des différents pays, au niveau des projets, sur différents sujets dans les ICC, sur les aides aux personnes âgées, etc. On a vraiment beaucoup de diversité finalement qui traduit aussi cette richesse-là qu'on peut retrouver au niveau de la Méditerranée. Tu disais tout à l'heure qu'il y aura une deuxième édition. Dans cette deuxième édition de l'Académie des talents, est-ce qu'il y a de nouveaux éléments qui vont apparaître? Quelles sont les perspectives par rapport à cette deuxième édition? Comment on capitalise sur cette première expérience pour construire cette deuxième édition-là? Alors, il va y avoir effectivement cette capitalisation qui consiste à se poser la question de qu'est-ce qui est réussi et qu'est-ce qui peut être amélioré. Donc, ce travail est en cours. Ce qui est sûr, c'est que c'est un programme qui va monter en ampleur géographique et puis également en nombre de bénéficiaires. Donc, on va étendre les pays de la zone et puis on va avoir une promotion un peu plus étoffée, puisque là, on était sur un programme pilote et donc on va avoir une promotion un peu plus étoffée. Ensuite, on est en train de travailler sur le montage de cette deuxième édition, donc tout n'est pas arrêté et je ne peux pas m'avancer. Je ne voudrais pas donner de fausses informations et d'ailleurs elles ne sont pas encore arrêtées. Donc il faut attendre le mois de juin pour que l'appel à candidature sorte et que les informations précises soient données, mais l'esprit reste le même évidemment. On est sur ce programme qui va continuer à
à mobiliser à la fois des savoirs, une réflexion sur l'histoire, l'anthropologie, la philosophie qu'on donne à un espace en commun, et puis de la projection, de la prospective, et puis tout un travail sur des projets. Cette année, la majeure, le focus était sur la mer, avec Patricia Ricard qui était marraine de ce programme. Il y aura peut-être une nouvelle tonalité qui sera donnée à la prochaine promotion. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a ce souci que la promotion pilote soit actrice de la suite et qu'il y ait une communauté qui grandisse ensemble et que les nouveaux lauréats bénéficient de l'expérience de la promotion pilote et que ce soit une communauté qui soit amenée à grandir et à continuer à nourrir le sens qu'elle donne à ce projet. Tout à fait. Déjà, on entend que ça va s'élargir, qu'il y aura plus de lauréats, plus de talents, et ça, c'est déjà bon à prendre. Et on va attendre juin pour avoir un peu plus d'éléments sur peut-être la thématique qu'on va donner à la nouvelle promotion. J'entends aussi la communauté qui va grandir, qui ne sera pas justement uniquement sur des promotions, qui sera juste la communauté de l'Académie des talents. Je vais vous donner 1 minute pour conclure, mais aussi pour nous dire comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce dispositif qui est lancé. J'ai entendu tout à l'heure que vous avez commencé déjà à avoir des réflexions par rapport à ça. Donc à chacun en 1 minute, et ensuite Sarah, tu vas conclure cet échange. Abdesalam. Donc pour moi, comme j'ai dit, c'est à travers et grâce au programme de l'ATM, j'ai renforcé ma confiance en moi-même. J'ai appris à construire différemment mon projet et j'ai créé des liens forts avec les autres talents et on est dans une phase de dupliquer les projets et bien sûr ça va nous aider aussi avec une nouvelle promotion. On va partager avec eux notre expérience. On va les parrainer chacun dans son pays et chacun avec sur le thème dans lequel elle a travaillé. Donc, nous aurons toujours des accompagnateurs de la nouvelle génération pour l'ATM. Super, merci beaucoup. Lina? Oui. Alors, on aimerait une continuité dans tous les programmes, en fait, que ce soit dans l'ATM, que ce soit avec Saphir ou bien d'autres qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et surtout de créer une communauté très solidaire. Je pense que c'est le plus important dans ce genre de programme. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Justement, je vais rebondir. Je pense que la force des programmes repose sur la durabilité. C'est le post-accompagnement qui est aussi la phase la plus importante. Et nous, en tout cas, moi, je suis très fière de la continuité de l'ATM. Et nous aussi, on a notre plan d'action pour l'académie. On va être là pour la deuxième cohorte. On va assurer leur intégration. On va travailler aussi sur la promotion. On va promouvoir la candidature. Et on va aussi être là pour nos futurs talents. En tout cas, moi, je suis très, très contente de cette continuité. Et ça va nous aider à renforcer notre vision, récit et peut-être plan d'action au niveau global. Au niveau Méditerranée. Exactement. Ouais. Najat? Moi, je voudrais dire qu'on a hérité d'une Méditerranée qui est quand même fracturée et qui a besoin de se renouveler. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'on doit essayer de retrouver ce sentiment d'appartenir à une Méditerranée qui est unie, égalitaire, solidaire et durable. Et je pense que l'ATM a permis justement de connecter des hommes et des femmes qui sont inspirants et engagés, en fait, pour offrir une voix à cet élan, ce nouvel élan méditerranéen. Et je pense que dès lors qu'on a envie de valoriser la culture commune de la Méditerranée, dès lors qu'on a envie de faire entendre la voix de la jeunesse méditerranéenne, dès lors qu'on a envie aussi de faire rayonner
la créativité méditerranéenne en a sa place à l'ATM. Et on peut tous ensemble essayer justement de construire et porter cette vision commune de notre Méditerranée. Merci Naja. Sarah, de belles choses ont été dites. Beaucoup de perspectives. On voit déjà ce lien, cette volonté aussi de continuer à s'inscrire dans cette dynamique de communauté, pas uniquement dans le cadre de l'ATM d'ailleurs, Lina en a parlé, et au-delà. Il y a aussi déjà cette volonté de transmission qu'on entend, cette volonté de renouveler aussi, de construire différemment. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure cet échange ? Alors en fait, tous les mots ont été prononcés plusieurs fois, les mots qui nous portent. On est aujourd'hui dans cette journée de la Méditerranée qui nous rappelle combien cet espace est important. Il a été d'une importance capitale tout au long de notre histoire. Il est aujourd'hui malmené de la même manière qu'on est dans un monde qui malmène les humains, le vivant. On a le choix entre laisser faire et puis reprendre la main. Et donc ce type de programme, c'est vraiment un programme qui vise à reprendre la main en réfléchissant au sens qu'on veut donner. Et on est vraiment heureux de voir que ce sens et cette mise en mouvement d'une communauté autour d'un récit commun, autour d'un imaginaire de réinvention, c'est le mot qui a été donné, est puissant pour réanimer le désir d'agir. On est dans un moment tellement difficile qu'il faut nourrir ce désir et on voit comment la collaboration, comment la création de communautés, c'est un facteur qui nourrit l'envie, le désir de reprendre la main. Et donc, évidemment, pour nous, c'est un bonheur de voir que ça marche et qu'on fait des plus grandes choses de cette manière. Et donc, voilà, merci beaucoup de mettre l'accent sur ce type de programme et ces idées importantes qu'aujourd'hui, construire du sens ensemble, créer des récits ensemble et se projeter ensemble, c'est plus important encore qu'avant parce qu'on est dans un moment où il faut qu'on réinvente. Et donc, merci à tous les porteurs de projets qui ont bénéficié de ce programme et qui vont nous aider à le poursuivre. Merci évidemment à ceux qui ont beaucoup œuvré pour qu'il réussisse. Et je vois que la DIMED est présente. Et évidemment, merci à Caroline, à Kristalna, à Samir et son équipe, à tous ceux qui ont œuvré pour que ça marche. Et puis, on se donne peut-être rendez-vous l'an prochain pour la suite. Merci à toi, Christian, pour cette belle animation. Et puis, je te laisse terminer. Merci beaucoup. Et on est à la fin de cet échange. Et je pense que ça nous a projeté dans la Méditerranée. Bon, on est à Marseille aussi. Hein. On est presque déjà dans cette Méditerranée-là. Merci d'avoir participé à cet échange. Et merci au campus. Merci à tous les partenaires. Et merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci.